Bonjour Luc Reynette, vous êtes membre fondateur du CIPN. Vous avez fait des déclarations concernant Victor Schœlcher. Pouvez-vous nous expliquer qui était vraiment Victor Schœlcher et quel a été son rôle dans l'abolition de l'esclavage? Bien, bonjour. Effectivement, j'ai rédigé, pas plus tard qu'hier, un article intitulé La vérité sur la personnalité de Victor Schœlcher et son rôle dans la seconde abolition de l'esclavage, donc le 27 avril 1848. Parce que depuis petit, j'entends dire que Victor Schœlcher, c'est lui qui nous a libérés de nos fers. En Martinique, on lui a donc dédié donc une ville, la ville de Schœlcher. Il y a des statues de Schœlcher un peu partout, des rues Schœlcher, des places Schœlcher. Et on a le sentiment que c'est lui qui a tout fait. Et j'ai tenu à rétablir les faits, en réalité. En réalité, c'est celui qui a joué un rôle fondamental dans, je dirais, la rédaction et puis l'exécution donc de ce décret du 27 avril 1848, c'est avant tout Alphonse de Lamartine, qui était à l'époque donc le chef du gouvernement provisoire, qui a mis fin, je dirais, donc à la royauté exercée par Louis-Philippe. Et je tenais à dire aussi que M. Schœlcher a eu un parcours louvoyant, parce qu'il n'a pas été tout de suite partisan donc de l'abolition. J'ai rappelé par exemple dans un écrit intitulé Des Noirs, qui est apparu dans la Revue de Paris, il écrit les nègres sortis des mains de leurs maîtres avec l'ignorance et les vices de l'esclavage ne seraient bons à rien. Je ne vois pas donc la nécessité d'effecter la société active, déjà assez mauvaise, de plusieurs millions de brutes décorés de type de citoyens qui ne seraient en définitive qu'une vaste pépinière de mendiants et de prolétaires. Vous voyez, déjà, il traite nos ancêtres de brutes. Ensuite, en 1833, il évolue. Il est favorable à terme à donc une abolition en disant qu'il faut quand même, dans un projet de loi, eh bien, qui s'appelle d'ailleurs son livre, qui s'appelle De l'esclavage des Noirs et de la législation coloniale, donc on peut le retrouver sur Internet. Il se prononce contre l'esclavage, mais n'est pas favorable à son abolition immédiate. Et il revoit celle-ci à un futur incident révolutionnaire. En conclusion, il propose une loi tolérant le maintien du fouet sans lequel les maîtres n'auraient pu faire travailler dans les plantations. Ce qui veut dire que, d'abord, nous sommes des brutes. Ensuite, nous pouvons être effectivement bénéficiaires d'une abolition à terme, mais quand même, il faut maintenir le fouet. Donc voici Schœlcher. Il va évoluer, effectivement, c'est en 1838, donc 5 ans après, qu'il va donc dire qu'il est favorable à l'abolition immédiate. Mais déjà en 1835, Alphonse donc, de Lamartine préconisait déjà donc l'abolition de l'esclavage sans réserve et immédiatement. Et lorsqu'arrive effectivement la Seconde République, après la chute de Louis-Philippe, c'est lui qui va entamer des démarches pour l'abolition. Lorsqu'il apprend, M. Schœlcher, la chute du roi, Louis-Philippe, il arrive en France. Et à ce moment-là, il rencontre Arago, qui est alors ministre de la Marine et des colonies, qui va le nommer sous-ministre, si vous voulez, des colonies et de charger donc l'élaboration du décret de l'abolition de l'esclavage. Voilà. Alors, comment expliquer que Victor Schœlcher soit mis en avant dans les livres d'histoire concernant l'abolition de l'esclavage? Comment expliquer cela? Parce que moi, les Français ont bâti un roman national et il fallait qu'il y ait une personnalité, si vous voulez, qui soit pratiquement adulé, adoré comme Dieu par ceux qui effectivement ont été mis en esclavage. Et vous constaterez que chez nous, beaucoup de gens pensent qu'on a été mis en esclavage bien sous Louis XIV, sous Louis XIV, avec effectivement le Code noir de 1685, rédigé par Colbert à la demande de Louis XIV, et que nous avons vécu pendant des siècles sous l'esclavage et que un homme blanc qui est venu combattre les mauvais blancs qui avaient mis en place l'esclavage. Nous avons été libérés par eux. Et ça laissait entendre que nos ancêtres ne se sont jamais défendus, ne se sont jamais opposés à l'esclavage. Or, dans mon écrit, je dis que du premier jour où les Africains, les captifs, ont posé le pied jusqu'à l'abolition définitive de 1848, il y a toujours eu des révoltes, des résistances à travers le marronnage et aussi à travers des luttes armées. Et je rappelle que chez nous, il y a eu la lutte, bien sûr, de Degré, Signas et Solitude, en 1802. Mais il y a eu aussi la bataille de Vertières, donc en novembre 1803, où l'armée de Dessalines a battu l'armée de Napoléon. Donc je veux dire que ce ne sont pas des objets, ce ne sont pas donc des êtres meubles, ce sont des hommes et des femmes qui étaient doués d'intelligence et capables de stratégie. Donc il faut que nous réhabilitions nos ancêtres pour que nous-mêmes nous sentions vraiment des hommes et des femmes égaux à tous les autres hommes et femmes du monde. C'est comme je dis souvent,
Personne n'est supérieur à nous. Nous sommes égaux avec tous les autres hommes de la Terre. Il était important, effectivement, qu'on rétablisse une vérité historique. Le véritable abolitionniste, eh bien, c'est Lamartine, Alfred Lamartine. Je termine mon propos en disant, à l'instar, effectivement, de Harriet Tubman aux États-Unis et de Frederick Douglass aux États-Unis et Thomas Carlyle en Angleterre. Et c'est pourquoi, quand je vois le mémorial qu'on joue, je dirais, une grande place à Victor Schœlcher comme étant abolitionniste, on efface totalement les périodes antérieures, notamment en 1830, où il décrit ceux qu'on appelle esclaves, où on dit personne n'est réduit à l'esclavage, comme étant des sombres brutes. En 1833, il préconise le maître du foyer sur lequel les maîtres ne peuvent plus survivre. Il évolue en 1838, mais c'est un homme qui a beaucoup fluctué. Et donc, comparé à celui qui est vraiment à l'origine même de sa nomination, parce que François Arago dépendait, bien sûr, d'Alphonse Lamartine, on lui a confié la mission de rédiger cette déclaration, ce décret. Donc, en fait, son mérite n'est pas très grand. Ensuite, il va présider la commission, toujours en 1849, cette fois-ci, la commission qui va déboucher sur la loi du 30 avril 1849, loi indemnisant les esclavagistes. Alors, je reconnais quand même à son crédit qu'il était favorable aussi à ce qu'on indemnisa ceux qui avaient produit la richesse, donc ceux qui étaient des esclavages, qui n'a pas été suivi. Mais en définitive, c'est un homme, un serviteur de l'État, qui a fait un travail qui lui a été confié. Ce n'est pas le grand libérateur, ce n'est pas le grand abolitionniste qu'on veut nous faire croire. Pourquoi Alphonse Lamartine est, j'ai envie de dire, quasiment inconnu, alors que c'est lui qui a eu un rôle crucial dans l'abolition? Eh bien oui, justement, en 1834, c'est Alphonse Lamartine qui préside la Société française pour l'abolition de l'esclavage, oui, dès 1834, donc 14 ans avant l'abolition. Et lors d'un concours littéraire en 1838, c'est à ce moment-là que Victor Schœlcher, lui préconise, donc je dis plusieurs années après, l'abolition immédiate. Alors, je ne sais pas pourquoi l'histoire a retenu Schœlcher. Alors, c'est vrai qu'il a été député après de la Guadeloupe, de la Martinique, donc c'est un homme politique, après avoir été, je dis, un commerçant vendant la porcelaine de son père, un journaliste et puis un homme politique. Donc, il fallait remettre les choses à leur place sans dénigrer, mais non plus sans faire de Schœlcher, donc le demi-dieu qui n'est pas. En cette veille du 27 mai, pensez-vous qu'il est fondamental, notamment dans les manuels scolaires, que l'histoire soit rétablie, la vérité soit rétablie? Mais c'est même fondamental. Parce que moi, j'ai 76 ans, pardon. Et puis, depuis petit, j'entends toujours, c'est grâce à Schœlcher qui libère nous, etc. On nous fait chanter des choses, adorer, aduler un être qui, certes, a joué un rôle. Je ne veux pas dire qu'il n'a pas joué un rôle. Mais c'est pas lui le principal acteur de ce décret d'abolition du 27 avril. Et je précise également que ce décret, il faut aussi le prendre avec des pincettes. Parce que ce n'est pas un décret qui condamne l'esclavage et les esclavagistes, hein, contrairement à ce qui s'est passé en 1794, où les esclavagistes ont été, je dirais, guillotinés par Victor Hugues, qui a même initié en Guadeloupe en juin 1794 le décret d'abolition. C'est un rachat d'hommes et de femmes réduits en esclavage. C'est pourquoi l'article 5, comme je précise, de ce décret du 27 avril 48, en article 5, il dit que l'État s'engage à indemniser les propriétaires dits d'esclaves, donc pour moi les esclavagistes. Donc quelque part, c'est un rachat. C'est un rachat parce qu'on considérait que l'esclavage était légal, et bien ceux qui étaient propriétaires d'hommes et de femmes réduits d'esclavage, finalement, étaient de leur droit. C'est pourquoi je dis, ce décret de 1848, on va le prendre, je dirais, à sa valeur exacte. Oui, il ouvre la libération définitive, entre guillemets, alors qu'on a vu que le Code noir n'a pas été abrogé. Hein. Il va l'être bientôt. Hein. Mais en tout cas, ce n'est pas une condamnation de système, c'est simplement une entente. Et je rappelle que le prix de chaque tête d'hommes et de femmes de l'esclavage a été négocié pays par pays. Il y a une négociation pour la Martinique, pour la Guadeloupe, pour la Guyane, des discussions très âpres, où les propriétaires ont voulu obtenir le prix le plus élevé pour, entre guillemets, céder leur cheptel, parce qu'ils considéraient les hommes de l'esclavage comme du bétail, comme des êtres nobles. Luc Reynette, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Pige TV.